Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter mon sujet de mémoire que j'ai soutenu en juin 2019 à l'ISFA de Lyon, auprès de l'Institut, pour obtenir le titre d'actuaire. Donc la valeur ajoutée de ce mémoire porte davantage sur la réflexion qui a été menée au fil des différents résultats intermédiaires, plutôt que sur la technicité des résultats en eux-mêmes. Notre étude portait donc sur la comparaison de méthodes de construction de tables de maintien en invalidité. Pour contextualiser brièvement l'étude, pour les plus éloignés du domaine de la prévoyance et santé, c'est l'autorité des normes comptables qui impose, entre autres, aux organismes d'assurance d'être en mesure de justifier des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements. Pour estimer des durées de maintien en invalidité, elle met à disposition une table de provisionnement dite réglementaire. Cette table tient compte de deux variables, l'âge à la survenance en ligne et l'ancienneté en invalidité en colonne. Et elle prend fin lors du départ en retraite. Elle est donc de forme triangulaire. Néanmoins, les méthodes proposées dans cette étude sont adaptées à la construction de tables de maintien en incapacité et des tables de maintien en invalidité viagères. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi construire une table d'expérience? La table réglementaire a été construite par le BCAC, donc le Bureau commun des assurances collectives, en 1993, puis prolongée de 2 ans par décret en 2010 suite à la réforme des retraites. Elle est donc relativement ancienne et généralement elle n'est pas adaptée au calcul des provisions. En effet, l'arrêt de travail, notamment, est un risque conjoncturel car il est amené à évoluer à travers le temps pour des raisons de modification de conditions de vie et de soins, mais aussi de l'environnement économique. Et d'ailleurs, les récentes actualités nous prouvent parfaitement ce caractère conjoncturel. Le BCAC a mené des travaux de refonte en 2013 afin d'intégrer ces évolutions et le remplacement de la table réglementaire par celle-ci est toujours attendu par les acteurs du marché. Elle montre une évolution significative des durées de maintien. Les dernières études publiées à ce jour, notamment celle d'Adactis France en 2015, montrent que son utilisation implique une hausse du provisionnement de l'ordre de plus 4%, bien que ce chiffre soit variable selon les assureurs. Ainsi, la construction d'une table adaptée au portefeuille, notamment dans l'environnement solvabilité 2 et une logique best estimate des engagements, permet d'estimer de manière précise ces provisions. Et pour être utilisée dans l'environnement de solvabilité 1, donc celui des normes comptables, une table doit être certifiée par un actuaire agréé et habilité à cet effet. Alors la deuxième question que l'on peut se poser, c'est pourquoi construire une table d'expérience? Comment construire une table d'expérience, pardon. Alors avant toute chose, la base de données initiale, qui correspond au fichier historique des prestations, doit être relativement bien constituée et régulièrement mise à jour par l'assureur. Elle est ensuite retraitée à l'aide de rejets et anomalies, et si nécessaire, complétée selon les hypothèses les plus prudentes, dans le but d'obtenir une base de données fiable. Puis, il s'agit de choisir une période d'observation durant laquelle les statistiques des sinistralités sont stables et fidèles aux observations du portefeuille les plus récentes, dans le but de pouvoir utiliser la table pour les futurs provisionnements. Enfin, il s'agit d'appliquer des méthodes mathématiques afin de construire la table d'expérience. Dans le domaine des certifications, les méthodes retenues sont généralement conventionnelles et robustes. Le but de notre étude est de pouvoir comparer ces méthodes et de les challenger avec de nouvelles approches. La construction d'une table d'expérience suit donc plusieurs étapes et la démarche que nous avons retenue est la suivante. La première étape est l'estimation des taux bruts avec deux approches qui sont généralement retenues. La première, c'est l'estimateur de Kaplan-Meier et la seconde, c'est l'estimateur des moments de Hum. L'étude, comme vous le verrez plus tard, a alors montré que l'estimateur de Hum est facilement transposable aux méthodes par apprentissage statistique, étant donné que son approche est binomiale, en intégrant l'âge à la survenance et l'ancienneté comme variable explicative d'un maintien ou d'une sortie en invalidité. Les taux bruts obtenus ont pour but de refléter parfaitement le comportement du portefeuille sur la période d'observation, mais la distribution de probabilité obtenue est généralement très erratique et instable, et ne permet pas de formuler des estimations robustes. Il est donc nécessaire de procéder à une seconde étape, c'est l'estimation des lois de maintien. Conventionnellement, on applique un lissage de Whittaker-Anderson à l'estimateur de Kaplan-Meier, où lorsque le donné de volume n'est pas suffisant, on peut appliquer un modèle de positionnement de Brass à l'estimateur des moments de Hum. Les méthodes par apprentissage statistique fournissent directement les lois de maintien étant donné leur approche paramétrique, et les deux estimateurs retenus sont les modèles linéaires et la méthode de bagging, qui est la forme la plus simple des modèles de forêt aléatoires en data science. Enfin, les tableaux obtenus doivent être validés et pour cela, on procède à un backtesting avec une comparaison des durées théoriques obtenues avec les tables de maintien et celles réellement observées sur le portefeuille au cours de la période d'observation. Puis, nous avons construit des intervalles de confiance par simulation autour des valeurs théoriques afin de s'assurer de la pertinence des résultats obtenus.
Et enfin, lorsque cette pertinence a été vérifiée, il est alors possible de mesurer l'impact d'un changement de table sur les provisions mathématiques. Pour notre étude, nous sommes appuyés de 2 portefeuilles en invalidité. Le premier est relativement ancien et sert de portefeuille de référence, car c'est sur lequel toutes les méthodes ont été appliquées, afin de déterminer lesquelles étaient les plus pertinentes. Le second est plus représentatif de celui des portefeuilles des organismes du marché et sert d'application. Seules les méthodes les plus adaptées lui seront appliquées. On peut donc commencer par l'adéquation des approches sur le premier portefeuille. Donc le fichier comporte l'historique des indemnisations sur plus de 40 ans et pour plus de 38 000 sinistres. Les tests de cohérence suppriment plus de 10% de ces sinistres et permettent d'obtenir une base de données retraitée avec plus de 34 000 sinistres. On choisit enfin une période d'observation, ici de 8 ans, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004. On obtient alors une base de construction composée de plus de 27 000 sinistres, ce qui est largement suffisant pour construire une table d'expérience. Les statistiques descriptives du portefeuille vous sont présentées sur le graphique. Quant à la nature des sinistres, près de 72% des sinistres sont censurés, soit parce que nous avons arrêté de les observer à la date de censure globale, soit parce que l'assureur a cessé de les indemniser sans pour autant les clôturer. De manière complémentaire, nous avons observé une sortie d'invalidité pour plus de 28% des sinistres, soit par une clôture du dossier, soit par un départ en retraite. Au sujet des durées indemnisées, sur 8 ans, l'invalidité est un risque long puisque, par exemple, l'indemnisation moyenne sur les sinistres observés est proche de 5 ans. Enfin, l'âge moyen à la survenance est quant à lui proche de 50 ans. La démarche que nous avons retenue est la même que celle présentée en introduction, mais nous ne mesurerons pas l'impact sur le provisionnement lors de la confirmation des lois d'expérience. On peut donc commencer par l'estimation des taux bruts à partir des deux estimateurs conventionnels. Pour l'estimateur de Kaplan-Meier, c'est un estimateur de la fonction de survie. C'est le meilleur estimateur non paramétrique en cas de données incomplètes, au sens de la vraisemblance généralisée. Sa construction elle est unidimensionnelle, c'est-à-dire ligne à ligne, pour chaque âge à la survenance. C'est-à-dire que sur la base de construction, on regroupe tous les sinistres qui correspondent à cet âge-là, puis on construit l'estimateur de Kaplan-Meier. Cette approche a bénéficié des intervalles de confiance de Greenwood sur la fonction de survie. Les graphiques montrent alors que la fonction de survie de la table réglementaire est significativement supérieure à celle du portefeuille, ce qui signifie que son utilisation surestime les durées de maintien en invalidité. Il est alors possible d'exprimer ces résultats en taux de sortie annuel du portefeuille et les comparer à ceux de l'estimateur de Hum. L'estimateur de Hum est un estimateur paramétrique des taux de sortie, mais l'hypothèse qui est formulée est que ces derniers sont constants au cours d'une ancienneté annuelle, ce qui est implicitement l'hypothèse retenue dans une table de maintien en invalidité. De plus, il s'agit du meilleur estimateur lorsque les durées de maintien sont discrétisées. Lui aussi correspond à une construction unidimensionnelle, c'est-à-dire ligne à ligne pour chaque âge à la survenance de la table de maintien. L'approche permet de bénéficier des intervalles de confiance binomiaux, car l'estimateur correspond en fait à la proportion de sortie en invalidité du portefeuille par rapport au volume de données qui y sont exposées. On peut donc voir sur les graphiques que l'estimateur de Kaplan-Meier et l'estimateur de Hum fournissent des résultats très proches. On voit que les courbes jaunes et grises sont presque confondues. On voit également que la table réglementaire sous-estime significativement les taux de sortie, ce qui rejoint la précédente remarque, c'est-à-dire que son utilisation surestime les durées de maintien en invalidité. De plus, on peut remarquer dès maintenant que les taux de sortie de la table réglementaire sont fortement erratiques. C'est le choix qu'avait choisi le BCAC en 1993, de ne pas lisser les taux de sortie pour la table qui serait imposée par la loi. On peut donc passer à l'estimation des lois de maintien. Pour cela, on applique un lissage de Whittaker-Anderson à l'estimateur de Kaplan-Meier, ou alors on peut aussi appliquer un modèle de positionnement de Brass à l'estimateur des moments de Hum. Concernant le lissage de Whittaker-Anderson, c'est un lissage des taux de sortie. L'approche, elle est non paramétrique, dans le sens où il s'agit d'une sélection arbitraire des paramètres d'ordre et de régularité. Le lissage est toutefois bidimensionnel sur la table entière, en considérant que les taux de sortie au-delà de l'âge de départ en retraite sont nuls. Il est possible de vérifier, à l'aide des tests statistiques du signe et du Ki2, pour confirmer la bonne application du lissage, ce qui est le cas ici. On peut voir graphiquement que les taux lissés sont relativement proches des taux bruts,
et suivent à peu près la même tendance dans les intervalles de confiance binomiaux, ce qui vient vérifier que le lissage avait bien été appliqué. Concernant le modèle de positionnement de base, nous avons choisi de retenir comme référence externe la table réglementaire. Le modèle est une approche semi-paramétrique. Elle consiste à une régression affine entre les logiques des taux de sortie réglementaires et ceux du portefeuille. Les tests statistiques sont venus confirmer la bonne application du lissage à l'aide du test des signes et du Ki2. Néanmoins, les graphiques montrent que les taux sont erratiques et que ceux de la table réglementaire ont été totalement transposés à la table de maintien, bien qu'ils viennent les positionner au niveau des taux bruts. Ainsi, la table qui est issue du modèle de positionnement ne semble pas du tout correspondre au comportement du portefeuille et sort même parfois des intervalles de confiance. Étant donné que l'estimateur de M est proche de l'estimateur de Kaplan-Meier, et donc que les deux sont conformes au taux brut du portefeuille, il est possible de transposer l'approche aux méthodes d'apprentissage statistique. Pour cela, la variable à expliquer est la sortie de l'état d'invalidité, avec un modèle binomial, et l'âge à la survenance et l'ancienneté dans l'état comme variable explicative. Le but étant de modéliser le taux de sortie du portefeuille. La construction ne nécessite pas donc de construction ligne à ligne, et les approches sont donc bidimensionnelles. Comme pour les modèles de data science classiques, la base est divisée en une base d'apprentissage et une base de validation, et le meilleur modèle est choisi à l'aide du critère AUC, conformément à l'approche binomiale. Pour les modèles linéaires généralisés, 3 fonctions lien peuvent être utilisées, la fonction lien logit, probit et segloglog. Le critère AUC a retenu la fonction lien logit comme étant la meilleure modélisation. Les graphiques montrent alors que les taux de sortie ressemblent fortement à une simple régression bilinéaire, croissant de l'âge à la survenance et de l'ancienneté dans l'état. Ils ne montrent aucune variation significative, même s'ils sont la plupart du temps compris dans les intervalles de confiance binomiaux. Pour la méthode de bagging, le nombre d'arbres retenus et la profondeur sont sélectionnés, encore une fois, à l'aide du critère AUC. Dans l'étude du mémoire, nous avons pu prouver qu'un seul arbre avait une capacité prédictive supérieure au meilleur modèle linéaire, ce qui confirme leur faible potentiel d'application. Les taux obtenus sont relativement proches des taux bruts et suivent la même tendance, en réduisant fortement leur variabilité dans les intervalles de confiance binomiaux. La table est donc tout à fait exploitable en l'état. À présent, il s'agit de confirmer les lois d'expérience. Donc pour cela, on va comparer les durées de maintien théoriques et observées. Pour cela, on choisit une date d'évaluation, donc généralement le 31 décembre de chaque année, de la période d'observation entre 1997 et 2003. On sélectionne les sinistres en cours à cette date, et dans ce cas, on regarde l'estimation des durées observées jusqu'au 31 décembre 2004, à la fois théorique et observée. On peut alors mesurer l'erreur d'estimation relative et absolue. L'erreur d'estimation relative va correspondre à la somme des erreurs globales des estimations sur l'ensemble des sinistres, alors que l'erreur d'estimation absolue va être la somme des erreurs tête par tête sur chaque sinistre. Lorsque l'on regarde les validations des indemnisations sur un an, entre 1997 et 2003, on peut voir que l'erreur d'estimation relative est comprise dans une marge d'erreur de plus ou moins importante, ce qui est relativement bon, bien qu'on voit que sur un an et que l'invalidité est quand même relativement longue. On remarque que la méthode de bagging, en général, fait les estimations les plus élevées, suivies dans un deuxième temps des modèles linéaires généralisés ainsi que de l'estimateur de Kaplan-Meier lissé. Enfin, les estimations les plus faibles sont données par le modèle de positionnement. Au niveau de l'erreur d'estimation absolue à un an, on se rend compte que c'est la méthode de bagging qui fait le moins d'erreurs tête par tête. On se rend compte que l'estimateur de Kaplan-Meier et le modèle linéaire généralisé sont relativement proches. Et enfin, le modèle de positionnement, lui, fait les erreurs les plus élevées tête par tête. Un an, c'est pas suffisant pour l'invalidité, vu que le risque est long. Mais vu qu'on a observé que le portefeuille sur 8 ans, on peut faire un backtesting sur 3 ans. Sur 3 ans, donc entre 1997 et 2000, on se rend compte que toutes les tables ont tendance à faire une surestimation des durées de maintien par rapport à ce qui a été réellement observé au cours de la période d'observation. On conserve la même relation d'ordre, c'est-à-dire que le bagging fait, la table obtenue par méthode de bagging fait les estimations les plus élevées, suivi du modèle linéaire généralisé ainsi que de l'estimateur de Kaplan-Meier lissé. Enfin, le modèle de positionnement fait, lui, les estimations les plus faibles. Mais étant donné que toutes les tables surestiment,
la table la plus proche de ce qui a été observé est le modèle de positionnement. Lorsqu'on regarde les erreurs d'estimation absolues, on se rend compte que c'est la méthode de Bagging, encore une fois, qui fait les erreurs tête par tête les plus faibles, suivi de l'estimateur de Kaplan-Meier lycée, suivi du modèle linéaire généralisé, et enfin suivi du modèle de positionnement. Donc en fait, si on regarde, si le modèle de positionnement paraît le plus adéquat au global, en fait, c'est une succession d'erreurs qui se sont compensées au niveau individuel. Et en fait, la méthode de Bagging fait les erreurs tête par tête les plus faibles, mais même si au global, c'est elle qui va surestimer le plus. On peut donc regarder des intervalles de confiance autour des estimations. Pour cela, on a procédé par des simulations, des durées de maintien depuis la table d'expérience. Alors, juste sur un an, alors que normalement, une table de maintien en avalité sur un an est censée être suffisante, on se rend compte qu'en 1998 et en 2002, on sort déjà des intervalles de confiance, et surtout que aucune des tables, ni même la méthode de Bagging, n'arrive à anticiper les variations. C'est-à-dire que quand l'observé augmente et diminue, ben, la table n'arrive pas du tout à l'anticiper. Et en fait, c'est sûrement parce qu'on manque de variables explicatives et que l'âge à la survenance et l'ancienneté dans l'état ne suffisent pas à estimer de manière fiable le maintien en invalidité. On peut supposer que c'est dû au portefeuille et pas spécialement aux méthodes. Si on devait faire un premier bilan des méthodes de construction, l'approche qui est généralement faite avec l'estimateur de Kaplan-Meier lycée par la méthode de Whittaker-Anderson est toujours viable, elle marche bien. Le modèle de positionnement, lui, est un peu plus mauvais, mais on va considérer pour cette première étude que c'est pour deux raisons. La référence externe qui n'était pas bonne à cause de la table réglementaire en fait qui a transposé les taux erratiques à la table de maintien. Concernant le modèle linéaire, l'adéquation au taux brut n'est pas bonne, étant donné qu'ils sont plats et qui n'ont aucune variation. Concernant la méthode de Bagging, on se rend compte que c'est la meilleure des méthodes et on va la conserver pour la deuxième étude. On ne va pas garder le modèle linéaire, étant donné que même une méthode de Bagging avec un seul arbre fait de meilleurs résultats. Pour le modèle de positionnement, on va changer la référence externe et on va se servir de la table construite par le BCAC en 2013. Et enfin, on va réappliquer la méthode de l'estimateur de Kaplan-Meier lycée. Pour les applications des méthodes optimales sur le portefeuille d'application, on observe les indemnisations sur plus de 30 ans, presque 40 ans, pardon. La base de données retraitée comporte plus de 20 000 sinistres. On va retenir une période d'observation de 16 ans, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2015, ce qui va nous séparer un peu plus de 14% des sinistres, pour obtenir plus de 17 764 sinistres, ce qui est largement suffisant pour la construction d'une table d'expérience. On dispose d'une information supplémentaire sur ce portefeuille, c'est la répartition des sexes. On pourra intégrer dans la suite, dans les modèles de data science, le sexe comme variable explicative du maintien ou non en invalidité. Concernant les statistiques, on peut voir que plus de 55% des sinistres correspondent à un départ en retraite, plus de 11% sont des sorties non censurées, et on observe un tiers de censure globale. Pour le nombre d'années indemnisées sur 16 ans, on se rend compte que les femmes se maintiennent beaucoup plus longtemps en invalidité que les hommes, du moins significativement plus longtemps, avec plus de 8 ans et demi sur les sinistres observés, sur les 16 ans d'observation totale. L'âge moyen à la survenance est légèrement plus jeune pour les femmes que pour les hommes, avec 49,5 pour les femmes et un peu plus de 50,80 pour les hommes. Le schéma qu'on va retenir, du coup, est quasiment le même que celui présenté en introduction et pour la première méthode. On va donc appliquer les taux bruts, puis les estimations des lois de maintien, et enfin la confirmation des lois d'expérience, en pouvant cette fois-ci faire un impact sur les provisions mathématiques. Et enfin, dans une dernière partie, je vous présenterai la construction de tables par sexe. Concernant donc l'estimation des taux bruts, on ne va pas refaire toute la démarche mathématique qu'il y a derrière, mais cette fois-ci, on va pouvoir comparer donc la table obtenue avec la table réglementaire et la table du BCAC. On se rend compte que la table réglementaire, la fonction de survie est significativement inférieure à celle du portefeuille, ce qui signifie que on aura tendance à sous-provisionner avec la table réglementaire. La table du BCAC semble
à peu près adéquate pour, par exemple, l'âge à la surveillance de 40 ans. On est dans les intervalles de confiance, mais au fur et à mesure, on voit qu'on se décale et que ce n'est plus valable. Si l'on regarde maintenant les taux de sortie, avec l'approche de Hum, en prenant la table du BCAC 2013 comme référence externe, donc on se rend compte encore une fois que l'estimateur de Kaplan-Meier brut et l'estimateur de Hum sont relativement proches. Cette fois-ci, la table du BCAC 2013, elle est lissée. Donc, du coup, on va pouvoir l'appliquer pour le modèle de positionnement. Pour l'estimation des lois de maintien, donc, le lissage de Whittaker-Anderson, le modèle de positionnement de Brass et la méthode de bagging. Pour le lissage de Whittaker-Anderson, encore une fois, les taux de sortie sont bien lissés. On suit bien la tendance des taux bruts. On a enlevé les taux erratiques et on se retrouve maintenant avec une table vraiment régulière. Les tests de statistiques du signe et du qui2 viennent confirmer la bonne application de ce lissage. On reste dans les intervalles de confiance binomiale aussi. Pour le modèle de positionnement Brass, on peut voir que du coup, il y a plus les taux erratiques qu'on retrouvait sur la table réglementaire. On s'est vraiment positionné sur les taux du portefeuille. Les intervalles de confiance sont généralement respectés, ce qui vient confirmer que cette fois-ci, normalement, le modèle de positionnement semble tout à fait correct. En appliquant maintenant la méthode de bagging à ce second portefeuille, on se rend compte encore une fois que la méthode a l'air de vraiment bien marcher. On respecte les intervalles de confiance. On suit vraiment les taux bruts du portefeuille. On a enlevé vraiment le côté erratique des taux bruts et on s'est vraiment collé sur le comportement du portefeuille. Si maintenant on confirme les lois d'expérience, donc en comparant les durées observées théoriques, on va se positionner tout d'abord comme sur le premier portefeuille sur 1 an. On se rend compte que les résultats sont bien meilleurs que sur le premier portefeuille, c'est-à-dire qu'on est vraiment très proche des observations sur 1 an. On arrive à anticiper toutes les variations, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse des observations. Au niveau de l'erreur d'estimation relative à 1 an, on est compris cette fois-ci dans une marge d'erreur de 0,5%, ce qui est extrêmement bon. On se rend compte que, encore une fois, la méthode de bagging donne une marge de prudence par rapport aux autres méthodes. Par contre, sur l'erreur d'estimation absolue à 1 an, il est difficile de se rendre compte de quelle est la meilleure méthode puisque les erreurs ont l'air d'être vraiment confondues. On peut donc dire que l'erreur qui est faite, c'est vraiment dû à des variables exogènes au modèle, c'est-à-dire des variables différentes de l'âge à la survenance et de l'ancienneté dans l'état. Si l'on regarde maintenant sur 5 ans, étant donné qu'on a un historique de 16 ans retenu pour la construction, on peut se positionner sur 5 ans. On se rend compte que, encore une fois, les estimations sont bonnes. On arrive à anticiper le phénomène de baisse des moyennes des durées indemnisées à 5 ans, passant de 4,2 ans à un peu plus de 3,6 ans entre 2000 et 2006, puis elle vient de se stagner. On se rend compte au niveau de l'erreur d'estimation relative que on est encore une fois bon, on est dans une marge d'erreur comprise entre moins 0,5% et 1,5%. Toutes les tables ont donc tendance à surestimer le maintien en invalidité, ce qui est une bonne nouvelle. La table, par la méthode de bagging, offre une marge de prudence supplémentaire par rapport aux autres tables. Si on regarde l'erreur d'estimation absolue à 5 ans, on voit que c'est elle aussi qui fait le moins d'erreurs, ce qui vient conforter le fait que c'est une bonne application pour la construction d'une table d'expérience. Si l'on construit maintenant des intervalles de confiance autour des estimations, on se rend compte que par simulation des durées de maintien depuis la table d'expérience, sur 1 an, on arrive totalement à anticiper l'observation des indemnisations, c'est-à-dire qu'il est possible à chaque inventaire des provisions de faire une estimation des indemnisations sur 1 an. Cependant, sur 5 ans, c'est un peu plus compliqué. On voit que l'observation sort des intervalles de confiance, malgré la marge de prudence. Il sera donc difficile de donner un intervalle de confiance du provisionnement sur de longues années, mais déjà, on peut se positionner sur 1 an et pouvoir profiter de ces intervalles-là. On peut donc passer à l'impact sur les provisions mathématiques. Pour cela, il faut se servir du fichier d'inventaire des sinistres en cours au 31 décembre 2015. Il était composé de 6751 sinistres en cours. On possède un âge à la survenance de 46,4 ans, une ancienneté moyenne de 8,2 ans. Les rentes moyennes d'invalidité sont de 4 508 € par an. Alors lorsqu'on regarde, selon les différentes tables de maintien, les provisions mathématiques que l'on obtient, on obtient 143,2 millions avec la table réglementaire. Si l'on prend l'estimateur de Kaplan-Meier lissé, on a une hausse de 4,2%.
le modèle de positionnement, lui, plus 4,3 et la méthode de bagging, plus 4,6. Ces chiffres-là correspondent un petit peu aux chiffres de la table du BCAC, par exemple, de la première étude que je vous avais citée en introduction. On peut donc voir qu'il y a un allongement de la durée de maintien par rapport à la table réglementaire. Les méthodes d'apprentissage statistique nous permettent d'introduire une nouvelle variable explicative, contrairement aux approches usuelles des constructions de tables. On peut construire maintenant une table par sexe, puisque c'est la nouvelle variable explicative que l'on possède dans ce portefeuille. Pour cela, on va partir de la base de construction initiale, donc, qui est composée des 17 764 sinistres. On va, dans un premier temps, séparer cette base avec seulement les femmes. Donc on a un peu plus de 14 325 sinistres. Sur cette base-là, on va pouvoir faire une méthode usuelle, c'est-à-dire l'estimateur de Hum, et pouvoir bénéficier des intervalles de confiance binomiaux. On va pouvoir appliquer les méthodes par apprentissage statistique avec simplement la méthode de bagging. De l'autre côté, et de manière séparée, on va, sur la base de construction globale, appliquer un random forest, donc une forêt aléatoire, en intégrant le sexe femme égale 1 et le sexe homme égale 0. On applique un random forest pour pouvoir décorréler les arbres entre eux, étant donné que les premiers résultats qu'on obtenait avec seulement un bagging n'étaient pas spécialement bons. L'objectif de cette démarche, c'est de prouver que la méthode de bagging appliquée uniquement sur les femmes est en fait quasiment similaire à celle du random forest pour le sexe égale 1 dans la base de construction initiale. Lorsqu'on regarde l'étape de maintien pour les femmes, on se rend compte que cette approche est bonne, et elle est vérifiée. On est toujours dans les intervalles de confiance. On a le même comportement que la méthode de bagging appliquée généralement, c'est-à-dire qu'on a enlevé le côté erratique des taux bruts, on reste dans les intervalles de confiance, on suit les taux bruts sur l'ensemble du portefeuille, ce qui vient confirmer que l'application est bonne. Lorsqu'on regarde maintenant le côté mix des tables, c'est-à-dire que on va prendre la table globale et on va regarder maintenant juste au niveau du random forest lorsque le sexe est égal à 1 ou égal à 0. On se rend compte que vu que le portefeuille est composé à plus de 80% de femmes, c'est normal que la table globale soit driftée en fait par le comportement des femmes qui est en vert. On va pouvoir extirper aussi du coup la table de maintien pour les hommes qui est en bleu, qui est juste au-dessus. On se rend compte donc du coup que les taux de sortie des hommes sont plus élevés, ce qui correspond à ce qu'on disait au niveau des statistiques qu'on a présentées en introduction de ce second portefeuille, c'est que les hommes se maintiennent moins longtemps en fait. Dans ce cas-là, on peut avoir une table pour les hommes, alors qu'en fait, si on avait voulu construire uniquement une table pour les hommes, on n'aurait pas pu, puisqu'il n'y avait pas assez de sinistres, et on n'aurait jamais pu bénéficier à la fois d'intervalles de confiance, et les taux bruts qu'on aurait construits sur la table, enfin, sur la base des hommes uniquement, auraient été trop erratiques et n'auraient pas pu être interprétables. On peut donc mesurer un impact sur le provisionnement mathématique de ces deux nouvelles tables. Alors, on reprend le même fichier des sinistres en cours. Cette fois-ci, on a le détail. Du coup, on a un peu plus de 1000 hommes et quasiment 5700 femmes. Lorsqu'on prend une table unique, on retrouve du coup les valeurs détaillées maintenant pour les hommes et pour les femmes que je vous avais communiquées en amont. Et si on prend une table par sexe, on se rend compte que les provisions des femmes augmentent de 1%, celles des hommes diminuent de 5%, mais étant donné la répartition, les effets se négligent et se compensent. Et en fait, on se retrouve avec une variation de moins 0,005%. L'avantage, c'est que ça permet d'affiner les provisions tête par tête et de pouvoir bénéficier d'un provisionnement qui est beaucoup plus robuste. En conclusion, les approches qui sont conventionnelles, donc l'estimateur de Kaplan-Meier lissé par la méthode de Whittaker-Anderson et le modèle de positionnement de Brass, sont des méthodes qui sont bonnes. Alors, l'estimateur de Kaplan-Meier lissé par la méthode de Whittaker-Anderson, elle est conventionnelle. L'avantage, c'est qu'elle est paramétrique, bien qu'elle correspond à une construction ligne à ligne préalable, mais elle reste fidèle au taux brut et les niveaux de maintien sont appropriés. Le modèle de positionnement de Brass, lui, il va falloir faire attention à la référence externe dont on se sert, puisque on a vu sur le premier portefeuille que les taux erratiques de la table réglementaire étaient transposés directement sur la table de maintien final. Et en fait, dans ce cas-là, il vaut même mieux choisir un modèle linéaire classique parce qu'il donne de meilleures estimations. Donc, il faut se prémunir de ce risque-là. Au niveau du modèle linéaire, ça peut être une approche suffisante, bien qu'il ne faut pas du tout la privilégier, puisque au final, les taux qu'on obtient sont totalement plats et ne correspondent pas au taux brut du portefeuille. Enfin, la méthode de bagging comme nouvelle approche semble tout à fait bonne.
puisqu'on a des résultats tout à fait adéquats avec des marges de prudence, les taux sont fidèles au taux brut. L'approche est bidimensionnelle, malgré qu'elle soit paramétrique, mais ça pose pas de problème, et elle permet d'intégrer de nouvelles variables au maintien en invalidité. Comme ouverture de ce mémoire, on peut se poser deux interrogations. Quelle possibilité d'application des méthodes d'apprentissage supervisées? La première, ce serait d'intégrer la variable explicative correspondant à l'année d'observation. Alors, pourquoi faire? Pour mettre en place un modèle prospectif, c'est-à-dire que sur la période d'observation, comme sur le deuxième portefeuille, on disposait de 16 années d'observation. On pourrait imaginer mettre un modèle derrière l'ensemble de ces tables et pouvoir construire après un modèle sur les années futures pour les prochains provisionnements. Le problème, et je n'ai pas de recul sur la question, c'est que au niveau de la maille individuelle, donc de chaque sinistre, on va avoir une collinéarité de la variable ancienneté avec l'année année d'observation, puisqu'elles vont évoluer de la même manière. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est intégrer une variable qualitative. Dans ce cas-là, l'objectif, ce serait de mutualiser les données de plusieurs assureurs et de pouvoir construire à la fois une table globale pour l'ensemble de ces assureurs, mais aussi pouvoir construire une table pour chacun d'entre eux. Le problème, c'est que, comme vous l'avez vu dans la deuxième partie, c'est que moi-même, je n'ai pas réussi à imaginer un modèle où on puisse combiner une maille globale et une maille par assureur, c'est-à-dire un seul modèle qui puisse à la fois fournir une table globale et facilement une table par assureur en dessous. Voilà les perspectives d'ouverture de ce mémoire. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais répondre aux questions du coup qui sont marquées dans le chat. Alors, est-ce que le risque de passage d'invalidité de première catégorie à deuxième catégorie a-t-il été étudié? Non, parce qu'on ne disposait pas de ces informations-là en fait dans le portefeuille. Il aurait pu être étudié, mais dans ce cas-là, il faut se prémunir de deux choses. Il faut pouvoir non seulement avoir l'information, mais en plus pouvoir modéliser, c'est-à-dire avoir vraiment les deux risques qui soient séparés. Généralement, c'est pas ce qui est fait chez les organismes assureurs, et en fait, les risques de première catégorie et deuxième catégorie sont en fait mutualisés. As-tu essayé de faire vérifier tes approches par des acteurs habilités à la certification de table? Oui, alors le cabinet d'Actis France possède deux acteurs certificateurs, Sandra Urgesi et Céline Blatner, qui ont pu vérifier mes travaux et me confirmer que les approches étaient bonnes. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut conclure du coup. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.